Bonjour, je vous remercie de regarder. Vous êtes bien sur la table ronde Les métiers du futur. Inventons les métiers de demain. Cette table ronde va durer 1 heure dans le cadre du JobStick, le forum des métiers du numérique et de l'innovation et de la mêlée numérique. À la table ronde, nous avons Monsieur Simon Gomez. Bonjour. Émilie Christ. Monsieur Levasseur. Oui, bonjour. Monsieur Dagrin. Bonjour. Et moi-même, Mickaël Ménil. Et donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est que chacun va se présenter. On va commencer par Simon. Et on y va dire justement son métier, son entreprise, et en quoi il est concerné justement par les métiers d'avenir, en quoi il représente les métiers de l'avenir. Et bonjour à tous. Donc Simon Gomez, je suis président de Humans, qui est une agence de design spécialisée dans le numérique. Donc nous, notre métier, c'est de concevoir des solutions que des utilisateurs vont venir utiliser dans leur quotidien, à la fois pour travailler, à la fois pour se renseigner, pour chercher de l'information, parce qu'on est spécialisé sur tout ce qui est applications d'usage et solutions complexes. Donc, c'est-à-dire des applications mobiles, des portails SaaS, des portails clients, des solutions métiers, etc. Et notre métier, c'est rendre l'accès et l'utilisabilité de ces outils la plus simple et la plus facile possible. Donc, prendre en compte l'ensemble de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur et qu'on détaillera après pour lui permettre de travailler, de se déplacer, de chercher une information de manière la plus efficace possible. Et à côté de ça, je suis également responsable de l'association FLUPA pour l'antenne de Toulouse, qui est l'association des UX designers de France. Donc si le domaine du design numérique au sens large vous intéresse, je vous invite à aller voir un peu plus près cette association FLUPA. Très bien. Monsieur Dagrin. Bonjour, oui, je suis Pierre Dagrin, associé chez Exco, qui est un groupe d'audit et d'expertise comptable. Donc c'est mon métier premier, l'expertise comptable. J'ai participé à la création de 2 sociétés, Théogest, qui a développé un ERP en mode SaaS. Donc là, on s'approche un peu plus des métiers du futur, même si de toute façon la comptabilité sera toujours utile. Et puis Ubifact, qui est une plateforme d'échange de factures électroniques. Alors pour nous, on estime que notre métier est un métier du futur, puisque de plus en plus, il se numérise. Il se numérise pourquoi? Parce qu'on propose à nos clients l'utilisation de notre plateforme, notamment Théogest, qui est un ERP en mode SaaS, donc c'est très numérique. Et l'objectif d'un outil comme celui-là, c'est de se connecter à l'ensemble de l'écosystème numérique de nos clients, que ce soit les plateformes de marché, les banques. En fait, nos collaborateurs, dès qu'ils commencent à travailler sur une entreprise, c'est de réfléchir à toutes les connexions qu'on va pouvoir mettre en œuvre entre Théogest et les différents outils utilisés par nos clients afin d'automatiser au maximum les flux entre l'entreprise et l'ensemble de son écosystème, clients, fournisseurs, banquiers, conseils, etc. Donc cette numérisation, elle est hyper prégnante dans la culture que nos collaborateurs doivent avoir. Et demain, l'avènement de la facture électronique, l'utilisation des datas que l'on collecte, puisqu'en fait, une comptabilité, c'est peut-être une grosse base de données, mais quand on a 1000 comptabilités, c'est du big data, c'est un vrai lac. Et là, il va falloir savoir ce qu'on peut faire et comment utiliser à bon escient l'ensemble de ces informations. Donc oui, nous sommes véritablement un métier du futur. Déjà aujourd'hui, on a besoin de compétences très très fortes en matière de numérique, et demain, ça sera encore plus nécessaire. Très bien. Madame Christ. Bonjour à tous, je suis Émilie Christ, responsable marketing et communication de la société Membus. Donc Membus, c'est une société qui développe et commercialise des solutions pour l'apprentissage d'un geste professionnel. Alors ces outils, on les met à disposition, on les fournit aux centres de formation et aux entreprises qui les intègrent à leur parcours de formation. C'est un réel outil d'apprentissage en fait. Donc on digitalise réellement la formation professionnelle. Ces outils-là ont plusieurs intérêts pour les centres de formation et les entreprises. Donc ça a un intérêt d'abord de formation, puisque grâce à la réalité virtuelle, on va traquer l'information, les performances de l'apprenant pour
individualiser complètement les formations et être plus performants dans leur parcours. C'est aussi un outil d'attractivité puisque la réalité virtuelle, évidemment, ça fait waouh. Donc pour les jeunes particulièrement, c'est vraiment un vecteur, un facteur clé de succès en fait pour le recrutement. Et c'est aussi toujours grâce à ces trackers un vecteur de, comment dire, ça va permettre de détecter les talents insoupçonnés en fait. Les personnes qui ne savent pas qu'ils ont certains talents, grâce à ces outils de réalité virtuelle, vont permettre de mettre en valeur ces talents. Voilà. Très bien. Et donc, Monsieur Levasseur. Oui, bonjour. Alors, Lionel Levasseur, je suis directeur des projets innovants à la direction Orange Grand Sud-Ouest. Bon, alors je ne sais pas si je dois présenter Orange. On est un opérateur de télécommunications et je dirais qu'on est un opérateur de télécommunications global, dans la mesure où on empile les technologies. Alors, ça va bien entendu du réseau classique, du bon vieux téléphone, sur le cuivre, mais aujourd'hui le déploiement de la fibre optique, mais le déploiement des réseaux mobiles et en particulier de la nouvelle génération avec la 5G qui va être un vecteur de transformation considérable de tous les métiers, du nôtre certainement, mais aussi de tous ceux qui vont être impactés par cette technologie. On est aussi opérateur de communication satellite, on est aussi opérateur de réseaux d'objets connectés. Et à ce titre, l'empilement des technologies, le fait qu'on ait cet opérateur global, il y a nécessairement une adaptation, puisque on n'est pas simplement un opérateur d'infrastructure, on est de plus en plus un intégrateur de services. Et qui dit service dit data, et qui dit data dit intelligence artificielle. Donc nos métiers se transforment considérablement pour accompagner ces évolutions technologiques et leur appropriation dans les entreprises et dans le social. Et en même temps, on continue à être un opérateur classique, c'est-à-dire qu'on continuera à monter au poteau pour raccrocher des câbles quand ils sont décrochés et qu'il faudra toujours faire de la commutation et de la connectivité. Donc il y a ce mix de nouveautés et de métiers plus traditionnels qui perdureront, même avec la fibre optique, on continuera à mettre des poteaux ou à enterrer des câbles, et il y aura toujours des techniciens sur le terrain qui feront le métier qu'ils faisaient hier, qu'ils le feront demain. Mais en même temps, en tant qu'intégrateur de services, d'être de plus en plus à l'écoute des évolutions technologiques, que ce soit au niveau interne en termes d'assistance, assistance à nos métiers, ou de substitution, parce qu'il ne faut pas écarter aussi le fait que certains métiers risquent de disparaître au profit d'autres. Mais on reviendra probablement dans le courant de la discussion. Justement. Et justement, donc, avant la crise sanitaire, on parlait déjà d'accélération de l'automatisation, on parlait beaucoup d'IA, d'augmentation des métiers, et ensuite il y a eu la crise sanitaire qui nous a tous fortement impactés. Les entreprises ont justement, c'était une révélation pour certaines. Ils se sont dit, il va falloir qu'on se numérise, il va falloir gagner aussi en productivité. Et donc, selon le Forum économique, la crise sanitaire a accéléré la transformation sur plusieurs années. On a gagné, eux ils disent 7 ans, mais c'est peut-être 5, 4 ans, mais c'est déjà énorme. On a fait un véritable bond en avant et une prise de conscience. Et justement, ces grands changements font que beaucoup de salariés vont devoir se requalifier. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a d'autres métiers, beaucoup de métiers justement d'avenir, on ne les connaît pas encore. Et la formation va devenir un élément clé pour les entreprises et aussi pour l'ensemble de l'État et des pays, ne serait-ce que pour leur compétitivité. Donc, ça se calcule en centaines de millions de travailleurs qui vont devoir se requalifier d'ici 10-20 ans. Sans compter qu'il y a de nouveaux métiers qui apparaissent dans le cadre du changement climatique. Monsieur Levasseur, par exemple, justement, par rapport justement à la reconversion des salariés d'Orange, connaissez-vous à peu près les métiers les plus importants
pour ces prochaines années? Alors, oui, bon, je ne reviendrai pas sur les métiers traditionnels d'un opérateur d'infrastructure qui doit continuer, comme je le disais, à déployer son réseau, à amener toujours plus de débit. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la transformation interne à l'entreprise ou à ses clients. Il y a aussi la population, je dirais, c'est un point sur lequel on doit aborder, parce qu'il y a aussi le citoyen lambda doit être aussi acculturé à ces technologies, parce qu'il va en dépendre de plus en plus dans ses relations au quotidien. Alors, je vais passer sur les métiers traditionnels, encore une fois, d'opérateurs de télécommunications, mais de plus en plus, on va avoir besoin de gens qui manipulent les données et l'intelligence et le traitement statistique de ces données et toute l'intelligence artificielle, parce que c'est maintenant l'ADN de l'entreprise et des services que l'on va apporter. On va être de plus en plus avec des métiers de cognicien, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de transposer des raisonnements humains sur des machines. Et puis, il y a une dimension qu'il ne faut pas, peut-être qu'on n'évoque pas assez souvent, on va avoir de plus en plus de besoins. Alors, après les cognitions, je vais parler des éthiciens, des gens qui vont porter l'éthique. Parce que ces technologies sont de plus en plus prégnantes, elles sont de plus en plus, elles ramifient à tous les niveaux, de la vie économique comme de la vie sociale et de la vie culturelle, et qu'on va être confronté à des responsabilités sociales, des responsabilités éthiques par rapport à l'utilisation de ces technologies, et en particulier des données. Et ça aussi, c'est une dimension où, dans notre entreprise, il y aura de plus en plus, non seulement des gens qui seront capables de réfléchir à ces enjeux réglementaires, ils existaient depuis longtemps avec le régulateur, mais aussi à ces enjeux sociologiques, anthropologiques, on pourrait dire, mais aussi dans tous nos métiers, y compris le technicien d'intervention, d'intégrer ces dimensions de relations sociales et de dimensions éthiques dans l'approche de nos clients. Donc voilà, c'est vraiment tout le panel de nos métiers qui sont en cours de transformation, et ce, à une dimension aussi internationale. Il ne faut pas oublier que Orange n'est pas simplement un opérateur en France, mais on intègre aussi des logiques venant d'autres pays européens sur lesquels on est présent en tant qu'opérateur. Très bien, merci. Et donc, actuellement, on a de nombreux départs à la retraite. On a justement le phénomène, le baby-boom qui devient un papy-boom. Ça impacte beaucoup les métiers dans la construction, le commerce, dans l'industrie. Et donc, il y a une véritable pénurie de main-d'œuvre, hein. On le voit dans l'actualité. Il y a même des cris d'alarme des secteurs. Et justement, une des solutions, ce serait d'améliorer la formation. Donc, je me tourne vers vous, Madame Christ. Donc, au niveau des formations augmentées, justement, qu'est-ce que vous remarquez comme métiers qui sont particulièrement impactés, justement, par ces pénuries? Et comment voyez-vous l'évolution de ces métiers, justement? En quoi ils vont s'améliorer? Comment on va augmenter et améliorer la productivité de ces nouveaux métiers? Alors, c'est vrai que nous, on adresse la formation professionnelle avec nos solutions. Pourquoi la formation professionnelle? En fait, donc nous, ça fait déjà 10 ans que la société existe, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces métiers, les métiers de l'industrie, les métiers du bâtiment, de l'agroalimentaire, étaient souvent mal perçus. En fait, la formation professionnelle était mal perçue par les jeunes, notamment, qui voulaient absolument, peut-être la pression des parents, enfin bref, voulaient accéder plus à des métiers col blanc qu'à ces métiers-là. Alors qu'il y a, comme on le disait, vraiment de nombreux métiers à pourvoir, des entreprises qui refusent des contrats, on le disait tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre, en fait, pas suffisamment de salariés dans leur entreprise. Et donc, il y a de l'emploi. La réalité virtuelle, les solutions qu'on propose, effectivement, peuvent permettre d'attirer des jeunes vers ces emplois-là. Ça permet vraiment de redynamiser l'image, en fait, de la formation professionnelle, de les mettre en situation, de mettre les candidats
à une formation en situation, de leur faire découvrir réellement le métier tel qu'il est, de façon totalement réaliste, et de les faire s'entraîner sans aucun danger, de façon tout à fait sécurisée, à ces métiers. Ça peut vraiment faire naître des passions, en fait, la réalité virtuelle, et on constate que les centres de formation utilisent beaucoup ces outils-là aussi pour ça, en plus de la formation, vraiment pour l'attractivité, en fait, de leur formation. En plus de ça, donc bon, après, il faut revoir complètement la façon d'envisager la formation professionnelle, même le parcours de formation. Il ne faut vraiment pas le mettre en surcouche comme un outil supplémentaire à la formation. Il faut vraiment revoir complètement sa formation professionnelle. Et donc, c'est là que, du coup, le formateur doit aussi prendre en main l'outil et changer un petit peu son rôle. Changer son rôle, c'est-à-dire vraiment devenir un accompagnant. C'est toujours lui le détenteur du savoir. De toute façon, la machine ne peut pas remplacer ça. Le formateur aura toujours le savoir. Parfois, c'est une crainte qui existe de moins en moins quand même, mais ça peut être une crainte. Le formateur s'approprie sa formation et vraiment, ça change complètement la pédagogie. Le formateur, il va mettre le simulateur au centre de la classe. On appelle ça la pédagogie inversée. Et les élèves vont passer directement, sans avoir même jamais vu ce qu'était le métier, ils vont passer et s'entraîner en fait à leur métier directement. Et ensuite, à la fin de la performance, ils vont pouvoir échanger entre eux. C'est vraiment collaboratif. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Est-ce que tu penses que c'était bien? Qu'est-ce que tu aurais fait lui, toi, si tu avais été à sa place, etc. Vraiment, ça booste la formation et ça la rend beaucoup plus efficace. Pour ce qui est des métiers augmentés, donc bon, moi j'ai parlé du formateur augmenté, on va dire. Oui. C'est vrai qu'on constate que les métiers augmentés, voilà, les salariés aujourd'hui, on leur met à disposition, je crois que c'est 60% des postes qui vont être impactés partiellement par les nouvelles technologies. C'est vrai que les employés aujourd'hui, on leur met à disposition des outils, notamment en réalité augmentée, pour leur fournir des informations en temps réel sur leur poste de travail et qui gagnent en efficacité et en productivité pour travailler. Et avec la réalité virtuelle, on peut également former en continu à ces nouvelles pratiques-là. Oui, tout à fait. Et répondre aussi un petit peu à la pénurie de main-d'œuvre, où justement, maintenant, on va devoir travailler mieux, surtout, pour augmenter la productivité. Tout à fait. Et justement, en parlant de productivité, Monsieur Dagrin, quelque part, vous avez des experts comptables augmentés aussi grâce à vos nouveaux outils. En quoi c'est un gain de productivité pour vos clients, justement? En quoi ils sont plus performants ou ils sont plus rapides? Alors, augmentés, ils vont l'être augmentés, hein, parce que ça c'est sûr. Il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre dans notre métier, donc c'est une filière en tension. On est peut-être à une inflexion de la courbe où on a besoin énormément de collaborateurs aujourd'hui, avec un marché qui est très sec. Et les gains de productivité que l'on va avoir dans les prochains mois vont faire que on va gagner en productivité de manière assez forte, ce qui aura une influence sur le travail au quotidien des collaborateurs. Il faut savoir que dans les cabinets d'expertise comptable, les collaborateurs, c'est en général des personnes qui sont recrutées au niveau Bac+3, Bac+5, donc avec de très bonnes compétences classiques, en comptabilité bien sûr, mais aussi en droit et en gestion et en finance, mais avec de grosses lacunes. Une lacune traditionnelle, c'était l'anglais. Et quand on travaille avec des filiales de groupes étrangers ou des entreprises françaises qui travaillent à l'étranger, l'anglais c'est important puisque c'est la langue un peu commune dans nos métiers. Et puis une lacune que l'on découvre aujourd'hui, c'est le numérique. Et la faiblesse à pouvoir se mouvoir dans un environnement qui est de plus en plus connecté. Et de comprendre que les entreprises, elles utilisent des plateformes qui ne sont pas forcément en France. Comment comprendre le chiffre d'affaires qui est fait sur des plateformes, par exemple, qui sont en Irlande ou en Hollande, qui appartiennent à Apple ou d'autres. Tout ça, c'est des complexités sur lesquelles ils ont du mal à se projeter. Donc nous, on a besoin de recruter des collaborateurs qui ont ces compétences-là.
voire même d'autres compétences, puisque ça nous arrive de recruter des collaborateurs qui font du développement informatique full stack, donc pour pouvoir développer des API, parce que bien entendu, toutes les plateformes qu'on utilise ne sont pas forcément interconnectées, donc il faut développer les API entre nos outils et les leurs. Donc c'est une complexité accrue par rapport aux besoins que l'on a. Donc oui, aujourd'hui, ça demande beaucoup de collaborateurs, mais demain, quand tout ce monde-là sera connecté, et surtout, je reviens sur un petit peu mon dada, la facture électronique, qui fait que on n'aura plus à saisir les factures, quand même, qui est un temps important pris dans notre métier, et puis ne plus avoir besoin de faire de déclaration de TVA. Les entrepreneurs qui sont ici savent bien que tous les mois, ça revient et qu'il faut faire ces déclarations. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une plateforme publique de facturation qui sera connectée avec des plateformes de dématérialisation partenaires qui seront agréées par l'État. Et en fait, les entreprises vont envoyer leurs données de vente à ces plateformes qui vont générer la facture originale. Donc la facture originale, elle sera dans des plateformes officielles et qui vont, à partir de ces données, reporter l'information sur la TVA à l'État pour que l'État puisse prélever auprès des entreprises la TVA due. Donc tout cela va être complètement automatisé. Donc en effet, il va y avoir des gains de productivité et c'est pour ça que je pense qu'on est à un moment d'une inflexion de la courbe où nos besoins en personnel vont diminuer et avoir des besoins qui vont évoluer aussi, parce qu'on va avoir besoin donc de personnes plus numériques, avec cette culture numérique, mais aussi des besoins de demain, de plus de conseils, plus de data scientists. Donc voilà, nos besoins vont évoluer et il faut qu'on l'appréhende dès maintenant sur un marché qui est en tension, aussi sur ces métiers-là. Oui, merci beaucoup. Justement, ces métiers se transforment. On a besoin d'outils bien conçus, parce qu'un outil qui n'est pas très bien conçu, une mauvaise interface graphique, une mauvaise compréhension des outils ou des métiers peuvent être un véritable frein pour les entreprises. Et donc, je me tourne vers vous, Monsieur Gomes. Justement, l'UX design devient un élément vital, je dirais, pour les entreprises, pour les outils qui sont développés. On le voit, l'UX design, en fait, on le voit absolument partout. Il est très sous-estimé en France. Et en quoi, pour vous, justement, l'UX design s'inscrit justement dans la compétitivité, dans les métiers de l'avenir, justement, et dans l'amélioration de ces outils? Eh bien, une des premières choses à voir et à comprendre, c'est que l'évolution des usages numériques a quand même changé énormément au cours de ces dernières années. Et il y a eu une sorte de bascule entre les générations dans l'usage de différentes solutions, parce que on va dire que toutes les générations un peu plus âgées qui ont découvert le numérique au fur et à mesure de leur vie, pour eux, quand ils n'arrivent pas à utiliser une solution, c'est que le problème, c'est eux. C'est moi qui ne suis pas assez bon, c'est moi qui ne comprends pas assez le numérique, je suis perdu, vous savez, c'est arrivé au fur et à mesure, j'ai dû me former, etc. Alors qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, quand ils n'arrivent pas à utiliser un produit, c'est que le produit est nul. Donc on passe au suivant, et jusqu'à que je trouve celui qui correspond vraiment à mes attentes et qui est le plus simple. Donc du coup, ce changement, il est quand même assez important et assez radical, parce que ce qui se passe aussi à côté, c'est qu'on a quand même une grosse évolution de notre marché qui fait que la valeur ajoutée des entreprises qui avant étaient très portées dans du produit physique se déporte de plus en plus dans du service. Ces services-là sont aujourd'hui obligatoires au format numérique. Et donc du coup, toutes les plateformes, toutes les applications, tous les logiciels métiers sont aujourd'hui le point d'entrée pour les fabricants, à la fois d'un point de vue de notoriété, de marque, de ce que j'aime ou pas cette entreprise, et aussi de revenus. Parce que si j'aime bien et que ce logiciel est facile à utiliser, eh bien, je vais renouveler mon abonnement. Parce que ça aussi, c'est un gros changement, c'est que l'utilisateur, aujourd'hui,
dans la plupart des solutions qu'il utilise, alors là c'est plus d'un point de vue grand public, mais il va payer au moins. Donc du coup, si ça lui plaît pas, il arrête et puis il passe à un autre. Donc voilà, c'est des gros changements qui font que, au final, aujourd'hui, l'usage et la simplicité d'usage, l'esthétique, les fonctionnalités simples, le fait que la solution réponde vraiment à mes attentes, ça devient de plus en plus essentiel, vraiment d'un point de vue esthétique, on va dire, de marque, mais surtout d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue chiffre d'affaires, et dans un milieu professionnel, d'un point de vue de la productivité. Parce que qui n'a jamais râlé en tant que salarié qu'un logiciel, ça ne marche pas, que c'est trop compliqué. Ce qui se passe pour apprendre un logiciel, c'est qu'il faut payer 5 jours de formation à tous les salariés. C'est très chronophage. Parfois, il y a même des logiciels qui sont maîtrisés uniquement par 3-4 personnes dans la société, donc du coup, ça bloque tout. Parfois, ces logiciels ils sont tellement complexes qu'à côté, on crée des fichiers Excel avec des macros qui vont venir recréer un nouveau programme, et donc du coup, c'est sur Excel, c'est partagé par mail, aucune base de données n'est partagée, etc. Et ça, je peux vous le dire que je l'ai vu, je le vois très fréquemment. Donc du coup, il y a aussi des vrais enjeux de sécurité de la donnée, de rentabilité, de profitabilité, de créer, même dans un milieu professionnel, des outils qui répondent à ces attentes-là. Surtout que les générations qui trouvent que c'est nul quand c'est pas bien, elles arrivent sur le marché, et ça fait déjà longtemps qu'elles sont là, parce que moi, le premier, quand j'utilise, je me considère plus comme jeune, mais quand j'utilise une solution dans un milieu professionnel qui marche pas, c'est pas possible. Après, je suis mal placé pour... peut-être un peu trop expert, on va dire, mais de manière générale, c'est quand même assez symptomatique. Donc voilà, donc au-delà du métier de designer, qui va obligatoirement évoluer, c'est pas un vrai nouveau métier après en tant que tel, c'est plus des sortes de nouvelles variantes de métiers, parce que ce qui se passe, c'est que en fait, ce qu'on fait, nous, en tant que designer numérique, c'est qu'on essaye de bien comprendre les usages, c'est qu'on essaye de faire en sorte de créer des outils simples. Donc, bien comprendre les usages, c'est des métiers, enfin, c'est des compétences qui proviennent d'univers de tout ce qui est psychologie, sciences sociales, sciences cognitives. Essayer de créer des parcours utilisateurs simples et fluides, on va aller chercher des méthodes un peu au niveau de tout ce qui est ergonomie, facteur humain, faire en sorte que le produit soit vraiment utilisable, répondre à son marché. On va aller chercher des éléments plutôt axés sur du marketing ou de la communication, et faire en sorte qu'il soit beau, c'est tout ce qui est design graphique, design interactif, etc. Donc c'est vraiment des mélanges de métiers qui vont juste se focaliser sur des produits numériques. Donc c'est pour ça que il y a de nouvelles formations qui arrivent qui permettent de vraiment former les jeunes sur ces espèces de mélanges de compétences, et qu'aujourd'hui, beaucoup de designers numériques, on va dire, ou d'UX designers, sont issus de formations très différentes. Moi, je viens du marketing, une de mes collègues vient de la psychologie, et 2 autres de mes collègues viennent du design graphique. Donc du coup, on peut vraiment venir de différents milieux, mais c'est juste que voilà, il faut former petit à petit aux bonnes pratiques et standards du web. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Justement, c'est très bien. Ça permet de mettre en avant justement l'importance du design pour la productivité, pour aussi l'accessibilité de ces outils, pour faciliter justement, pour pas dégoûter justement les nouvelles générations ou même les anciennes qui utilisent ces outils. Par exemple, un UX designer m'a dit que du moment où on a besoin d'avoir un manuel, ce n'est pas vraiment normal. C'est l'expérience qu'on nous a donnée Apple avec les smartphones. Un smartphone, on l'utilise sans manuel. On ne lit pas le mode d'emploi. Il n'y en a plus même. Il n'y a plus de mode d'emploi avec. Donc ça permet justement c'est l'expérience utilisateur qui fait qu'on gagne en productivité maintenant. Et j'avais regardé il y a 2 jours justement le nombre d'emplois à pourvoir au niveau Pôle emploi dans le numérique, dans le digital. Il y en a plus de 190 000 il y a 2 jours. 190 000 postes à pourvoir. Donc, il y a tous les secteurs qui se battent pour avoir justement des développeurs, des community managers, des spécialistes en cybersécurité aussi, en data scientist. Alors bon, les développeurs, on peut les former en moins de 2 ans, 3 ans, des bons développeurs.
community manager aussi, spécialiste en cybersécurité, ça prend du temps, data scientist et les analystes aussi, ça demande de gros moyens. Et vu que la plupart des personnes doivent se reconvertir, ça a un coût pour les entreprises. Et donc, par exemple, pour un groupe comme Orange, je sais que vous misez beaucoup justement sur les nouveaux métiers dans les data science et aussi dans la cybersécurité. Vous avez un véritable plan de transformation autour de ces métiers. Et quel est le coût justement de ces formations, et quel est le coût, et si vous ne le faites pas, quel serait l'impact justement sur le groupe Orange de ne pas passer à ces nouveaux métiers? De toute manière, on est conditionné par le marché et par l'évolution des usages. Donc, on est obligé de s'adapter. Alors, je ne vous parlerai pas des coûts parce que je ne suis pas certain de les connaître, mais ça coûte cher, cette transformation. Il y a une spécificité d'un grand groupe industriel comme Orange par rapport à des entreprises plus petites. D'abord, c'est le volume d'emploi que nous représentons. Pour vous donner une idée, nous sommes à peu près 80 000 en France et 130 000 à l'international. Il y a une certaine prégnance de l'emploi dans des grands groupes industriels, et donc une des dimensions, on l'a dit, il y a l'évolution des technologies, l'évolution des usages, l'arrivée de la data, l'arrivée de l'intelligence artificielle, et que tout ça nous conditionne à accompagner ces transformations, y compris par la formation interne. Mais il y a aussi une dimension d'évolution du salariat à l'intérieur de l'entreprise. Je ne vais pas prendre mon cas personnel, mais ça fait quelques années que je suis dans l'entreprise. Je suis passé par la recherche, puis le marketing, puis la finance, puis l'aménagement du territoire. Et puis je suis revenu à quelque chose qui était... non, c'est un parcours qui s'est fait sur la durée, bien entendu, et qui s'est fait grâce au dénominateur qui est le numérique. C'est-à-dire que quand on finit par s'approprier ces outils, cette sémantique du numérique, et puis qu'on est de plus en plus assisté par la technologie qui permet que, en termes de comptabilité, on n'a pas toujours suivi un cursus de comptable ou d'expert comptable, mais on va avoir de plus en plus d'outils qui vont nous permettre de nous mêler de la comptabilité sans en être finalement un spécialiste. Et donc on voit bien que cette technologie d'assistance, d'augmentation, va aussi permettre une plus grande fluidité à l'intérieur des métiers. Les gens ne vont pas rester dans leur métier d'origine pendant toute leur durée, tout leur parcours professionnel. C'est aussi une dimension dont il faut tenir compte. Ça passe par la formation interne, ça passe par les relations avec des structures de formation, ça passe par le dialogue aussi avec l'externe. Quand vous êtes un opérateur, intégrateur de services, vous évoluez au contact de vos clients. Ce que je vous disais sur la 5G, la 5G, ce n'est pas nous qui allons la définir, ce sont les gens qui vont se l'approprier avec notre aide. Et eux-mêmes vont nous aider à la définir. Donc, il y a une symbiose qui est en train de se mettre en place avec un dénominateur commun qui s'appelle le numérique et qui s'appelle les outils d'assistance informatique. Merci. Donc, il y a une transformation en cours, une véritable mutation des métiers. Par rapport justement aux conditions, on a vu avec le Covid, justement, il y avait une accélération du télétravail qui était très importante. Le Covid n'est peut-être pas que... c'est peut-être un coup de semonce au niveau des crises, puisqu'on a aussi les crises climatiques qui rentrent en jeu. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent justement dans tout ce qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a le télétravail. Et justement, par rapport au télétravail, je crois qu'il y a la moitié des Français... le télétravail a beaucoup séduit certains Français et c'est devenu donc un élément vital pour les entreprises. Et en quoi, justement, le télétravail peut transformer les métiers de demain parce que finalement, on est très concerné par ça et ça permettrait aussi, par exemple, de diminuer l'impact par rapport dans les transports.
nos villes comme Toulouse, mais comme Paris, Bordeaux, on est tous surchargés. Le télétravail permet de diminuer justement le nombre de déplacements et dans ce cas-là, nous permet de faire des économies en CO2, de diminuer la quantité de CO2 émise. Donc, quelque part, est-ce que Orange peut être un vecteur justement de ces nouveaux métiers, du télétravail, dans le cadre du réchauffement climatique? On est un peu un cas particulier parce que du jour au lendemain, les 80 000 personnes dont je parlais, 60%, pour ne pas dire 70%, sont passés en télétravail du jour au lendemain. Mais il faut tenir compte de la spécificité de notre métier, de notre entreprise, qui faisait que du jour au lendemain, chacun de nos salariés sont munis d'un ordinateur, ont des connexions, se connectent à domicile, et donc ça n'a pas fait la moindre difficulté pour que du jour au lendemain, l'entreprise continue à travailler au même rythme, et peut-être même de façon plus performante qu'elle ne l'était avant. Bon. On a aussi, nous, on avait une petite crainte, on va pas se cacher, de savoir que tous les gens allaient basculer en télétravail. Est-ce que le réseau allait le supporter? Force est de constater que le réseau l'a supporté et l'a largement supporté. Donc on est assez fiers de ça, c'est-à-dire qu'on avait dimensionné le réseau qui pouvait absorber du jour au lendemain, non pas simplement notre propre fonctionnement, mais le fonctionnement de beaucoup des métiers et beaucoup des entreprises qui ont basculé. Ceci va s'amplifier parce qu'on a pu constater que dans le télétravail, certaines personnes qui se retrouvaient, alors je sais bien que des franciliens sont tous partis en Normandie ou sur la côte et qu'il n'y avait pas toujours la fibre optique disponible dans les petits villages de Picardie ou de Normandie. Demain, ce sera réglé. C'est-à-dire que cette fibre optique, elle va arriver, y compris dans les petits villages de Picardie, de Normandie ou des Hautes-Pyrénées. Donc là aussi, on va avoir un effet de substitution du lieu de travail qui va être encore facilité par l'arrivée de ces réseaux très haut débit, qu'ils soient fixes avec la fibre optique ou qu'ils soient mobiles avec la 4G et demain la 5G. Donc le phénomène de télétravail va s'amplifier par la commodité de l'utilisation de ces outils, qu'ils soient informatiques ou des réseaux et de la connectivité. La question qu'il faudra se poser, et je suppose que les RH se la posent, c'est quid du salarié qui se retrouve isolé, alors peut-être dans le confort de son domicile ou de sa maison, mais dans l'éloignement de ses collègues. Oui. Et n'écartons pas le fait qu'il y a tout de même, on parlait de symbiose numérique et de symbiose avec les outils, mais il y a aussi une symbiose avec ses collègues. Et c'est... L'épisode du Covid, on n'en est qu'au début. Enfin, j'espère qu'on est à la fin. On est à la fin du virus. Mais de l'effet Covid, on n'en est qu'au début. On n'en a pas encore mesuré tout l'impact au niveau de la sociologie, au niveau des comportements humains. Mais je pense qu'il y a un travail urgent. On sait que les techniques sont capables de le supporter. On sait que les réseaux ont su encaisser le choc du télétravail. Maintenant, il faut se poser la question sur comment, individuellement ou collectivement, on vit avec le télétravail et quelle va être la nature, la transformation des entreprises qui en sont induites et qui en est induite. Là, je pose un point d'interrogation. Oui, merci. D'autant plus qu'il y a certains métiers qu'on ne peut pas justement faire en télétravail. Hein. Même il y en a de très nombreux métiers. Je peux vous dire que nos techniciens qui doivent intervenir pour faire la maintenance du réseau, eux, ils n'étaient pas en télétravail. Quand il s'agissait d'aller réparer la fibre optique qui avait été arrachée par une pelleteuse et qui mettait 1000 ou 2000 personnes en rade, surtout dans une période de télétravail. Vous pouvez imaginer la réaction des gens, et j'ai pu le constater. Enfin, c'est vrai que la réactivité de nos clients par rapport à un défaut qui est souvent lié à un incident réseau, hein, que ce soit une pelleteuse qui arrache une fibre optique et qui met tout un secteur en pan, les gens qui étaient en télétravail, ben voilà,
on coupait leur outil de travail. Donc la réactivité, eh bien, nos techniciens, eux, ils n'étaient pas en télétravail. Il fallait qu'ils soient sur le terrain pour aller ressouder la fibre. Donc ces métiers-là ne sont pas. C'est ce qu'on appelle les métiers essentiels. C'est-à-dire que fondamental. Sans réseau, je ne vois pas beaucoup de métiers qui peuvent perdurer. Il n'y aura pas de robot qui viendra, en tout cas pas dans l'immédiat, pas de robots qui viendront se substituer aux techniciens pour ressouder une fibre. Oui. Ou pour monter un poteau ou rétablir un réseau mobile qui a subi un dommage à cause d'une tempête. Donc là, il y aura toujours ces métiers fondamentaux pour que le réseau perdure, fonctionne et que les gens qui sont aux extrémités puissent en profiter. Oui. Donc d'un côté, dans les métiers justement d'avenir, quelque part les métiers qui existeront encore dans 10, 20 ou 30 ans, on a justement les métiers du numérique qui sont particulièrement dépendants justement des réseaux, mais aussi on a d'autres métiers qui ont besoin d'être sur place, comme les métiers dans la santé. La santé augmentée est très dépendante aussi. Je crois qu'il faut embaucher il y a 30% d'embauches en plus dans le secteur de la santé d'ici ces 20 prochaines années, ou 30 prochaines années. Et donc, eux aussi sont particulièrement dépendants numérique, ils sont améliorés. Mais il y a justement, il n'y a pas que le numérique, donc si je suppose. Avec des transformations dans la santé, on sait par exemple l'intelligence artificielle est beaucoup plus efficace, quelles que soient les compétences du médecin radiologue, est beaucoup plus efficace en termes de diagnostic sur une image ou sur un scanner qu'un humain. Donc peut-être que le métier de radiologue est appelé à évoluer comme le métier de comptable. Donc, mais il y a une dimension aussi, ne pas oublier, qui est, donner un exemple, la sécurité. Pour ce qui est d'Orange, vous reveniez 10 ans en arrière, 10 ou 15 ans en arrière, les gens qui travaillaient sur la sécurité informatique, la cybersécurité, il y en avait très peu dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a 1200 personnes qui travaillent rien que sur ces sujets au sein d'Orange. Ça vous donne la dimension de la prégnance des solutions de sécurité, parce que qui dit données, qui dit transport de données, qui dit traitement des données, demande, et ça rejoint aussi un peu la question de l'éthique que j'évoquais tout à l'heure, mais qui exige d'être en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en vigilance par rapport à toutes les agressions. Et on sait bien que beaucoup de ces agressions sont malveillantes, de protéger le réseau. Voilà un métier qui, en quelques années, s'est considérablement développé chez nous et continuera à se développer parce que malheureusement, les malveillances, elles continuent à évoluer et les hackers sont toujours plus efficaces, et donc il faudra que les ripostes soient elles aussi toujours plus efficaces. Oui, donc oui, ça peut impacter. Et ça vaut aussi pour la santé. Hein. Oui, ça vaut pour la santé, ça vaut pour le développement de logiciels, où il y a maintenant beaucoup de freelance, je crois, dans l'UX design. Tous ces freelances travaillent chez eux, donc s'il n'y a plus de réseau, s'ils sont attaqués, si on perd les données, c'est une catastrophe. La comptabilité, les formations aussi à distance ne peuvent plus s'effectuer. Donc c'est problématique. Donc oui, effectivement, la cybersécurité est essentielle justement pour le pays, puisqu'en plus, si on a des tensions entre pays, on ne sait pas d'où viennent certaines attaques, mais ça a un gros impact économique. Ça peut même paralyser justement toute une économie. Et donc, justement, par rapport à la cybersécurité, vous savez combien il y a de personnes il faudra embaucher? Beaucoup? Une armée? Je vous dis, en 10 ans de temps, on est passé de quelques dizaines de spécialistes de la cryptologie et de la cybersécurité à aujourd'hui 1200 personnes qui, dans le groupe, travaillent uniquement sur ces questions. Donc voilà, vous avez une progression. On n'est pas passé de 0, mais on est pas loin, enfin, de quelques dizaines à plusieurs milliers. Enfin, en tout cas, un bon millier. Donc, effectivement, et ça continuera à progresser. Mais il y a les spécialistes de la cybersécurité, et puis chacun d'entre nous doit être aussi vigilant.
Donc il y a aussi une formation à ce que les gens fassent attention aux mails qu'ils reçoivent, qui sont inconnus et qui peuvent être des chevals de Troie qui vont rentrer dans le système. Et puis il y a une autre dimension, mais ce n'est pas l'objet de ce débat, c'est une dimension plus géopolitique ou géostratégique. Faisons attention de ne pas mettre nos données. Il y avait hier soir une table ronde intéressante. On expliquait que les données de la BPI étaient hébergées par Amazon et que d'autres données de santé étaient hébergées par Microsoft et que la réglementation américaine permet de rentrer dans toutes ces données au sens de l'intérêt américain. L'intérêt américain, c'est-à-dire que l'État américain a le droit d'aller regarder les données de la BPI qui sont hébergées chez Amazon parce que ces données sont hébergées aux États-Unis. Là aussi, c'est une dimension. Mais quelque part, ça rejoint les métiers, c'est-à-dire que si de plus en plus on doit réinternaliser l'hébergement de nos données pour en garder la souveraineté, ça veut dire qu'il y a des tas de métiers qui aujourd'hui sont plutôt aux États-Unis et qui devront être rapatriés à l'intérieur des frontières européennes, sinon nationales. Oui, d'autant plus que le cyberespionnage est très utilisé dans le milieu industriel. On a soit des pertes de plans, je crois qu'il y avait un sous-marin français qui a été copié déjà, et puis aussi il y a un impact très important sur justement le marché du travail en France, parce que ce sont des contrats perdus. Et donc ça impacte vraiment le milieu, l'emploi justement en France. Donc quelque part on serait deux fois gagnant. On créerait de l'emploi en France en misant sur la cybersécurité, sur le cloud, sur la souveraineté, et en même temps ça nous permettrait de moins perdre de contrats. C'était particulièrement difficile pour justement le gouvernement. Je pense que c'est... Voilà, ça va. Je reprends ce qui était cité hier par Nadia Pelfig. La BPI, qui reçoit des tas de dossiers venant de start-up ou d'entreprises un peu plus installées, héberge ces données qui qualifient ces entreprises chez Amazon sur des serveurs. Imaginez le pouvoir d'intelligence économique qui est offert à des sociétés américaines via la NSA, via la CIA, via tout ce que vous voulez, et via la réglementation américaine. Comment voulez-vous garder des secrets industriels ? Oui. Oui. Surtout quand vous allez avoir une intelligence artificielle qui va être encore plus maligne pour détecter, à travers un certain nombre de documents, l'information essentielle ou cruciale. Donc c'est un vrai sujet, mais bon, enfin, c'est pas là on dérive. Mais quelque part, ça touche à nos responsabilités professionnelles et donc à nos compétences professionnelles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de responsabilité professionnelle, Monsieur Gomez, je pense que dans le design aussi, la sécurité est un sujet assez sensible parce que en regardant par exemple les interfaces de certains logiciels probablement professionnels, on peut deviner justement ce qui se prépare. Vous avez des spécialistes en cybersécurité, vous en faites intervenir ou vous êtes formé vous-même à la cybersécurité justement pour éviter ces fuites? Non, nous, par rapport à nos compétences, ce n'est pas des compétences qu'on maîtrise. Par contre, ce qui se passe, c'est quand on doit, par exemple, intervenir sur une application et travailler sur le parcours d'authentification et de sécurisation à l'entrée sur le portail. Là, on va travailler en collaboration avec les architectes et les développeurs de l'entreprise qui vont nous donner leur spec technique. Et nous, par contre, notre rôle, ça va être de faire en sorte que la mise en pratique de cette sécurité soit pas non plus une contrainte trop forte pour l'utilisateur qui du coup, le bloquerait d'un point de vue usage parce que je dois renseigner 4 mots de passe, il faut que j'aille sur mon téléphone, puis après en fait il faut que je copie et que je colle, le copie-colle ne marche pas, ou je veux écrire mon mot de passe, on ne me permet pas de le voir. Donc il y a, voilà, la sécurité c'est un enjeu important, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit prise trop du prisme technique, il faut aussi qu'elle soit quand même utilisable. Donc voilà, aujourd'hui, nous ce qu'on fait c'est qu'on n'invente rien, on n'est pas du tout garant et responsable de la sécurité, par contre on est garant de faire en sorte que cette sécurité ne soit pas non plus un frein pour l'utilisateur.
et qui aussi comprenne bien pourquoi, à un moment, il va devoir avoir une double authentification. C'est pas pour l'embêter, mais par contre, c'est pour lui assurer une protection des données. Donc il y a aussi un accompagnement à faire dans les mots, dans la manière de présenter l'information, qui fera que toute cette information-là sera plus digeste pour lui et il acceptera plus facilement. Et aussi, plus il accepte, plus il se mettra en sécurité lui-même parce que il comprendra l'importance d'avoir un mot de passe sécurisé, comprendra l'importance de peut-être enregistrer son mot de passe, pas dans un fichier Excel, mais dans une solution qui est plus sécuritaire. Donc voilà, nous en tout cas, de notre niveau de compétence, c'est vraiment cette traduction de tous les éléments techniques d'un point de vue usage. Merci beaucoup. Je me tourne vers Christelle. Justement, dans votre secteur... pardon, oui, Émilie, pardon, Madame Christelle. Je suis un petit peu fatigué, ça fait quand même 5 jours qu'il y a 2 mails numériques, c'est un peu dur. Hein. Donc, je me tourne vers vous, justement. Vous travaillez donc avec des formateurs. Vous devez travailler aussi, justement, sur l'expérience de l'utilisateur par rapport à vos nouveaux outils, pour pas qu'ils soient un frein, justement, parce que sinon, ils vont moins utiliser les produits. Donc, quelque part, vous faites de l'UX design. Vous en avez des UX designers? Alors, en interne, nous n'avons pas d'UX designer. Ah. Nous n'avons pas d'UX designer. En revanche, on accorde évidemment de l'importance à l'expérience utilisateur, c'est évident. On a fait appel à des formations pour nos employés pour qu'ils se forment à l'UX design justement pour pouvoir monter en compétences. Effectivement, c'est vraiment un sujet très important, notamment nous, la cible qu'on adresse, les formateurs ne sont pas forcément une cible qui a l'habitude d'utiliser les nouvelles technologies en tant que telles, donc c'est très important que ce soit accessible et pas compliqué, voilà, faut pas qu'ils se prennent la tête, pour le dire vulgairement. Donc oui, on y accorde beaucoup d'importance et on ajoute à ça alors on a des psychologues qui travaillent dessus, des pédagogues aussi qui nous aident à développer ces solutions pour vraiment que ça colle aux besoins métiers en fait, et aux besoins de la formation. Oui. Oui. Si je peux me permettre un petit mot, c'est très important de comprendre que l'expérience utilisateur, elle n'est pas seulement détenue par l'UX designer. Et c'est pas grave si dans votre entreprise, vous n'avez pas d'UX designer en tant que tel, du moment que vous avez compris l'importance de l'expérience utilisateur. Parce qu'un UX designer tout seul ne maîtrisera pas l'expérience utilisateur. Il a besoin de tout un tas de personnes. Il a besoin que l'entreprise en elle-même a compris l'importance de l'usage. Il a besoin de développeurs pour faire en sorte que ça soit performant. Il a besoin de gens de la sécurité pour que ça soit sécuritaire. Voilà. Il a besoin de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Enfin, l'entreprise a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour avoir une bonne expérience utilisateur et pas spécialement d'un designer tout seul. Un designer tout seul, lui, il fera rien. Oui, tout à fait. Effectivement, voilà, nous, on développe vraiment nos solutions en partenariat avec les formateurs, avec les professionnels métiers, avec des pédagogues. Et on se forme aussi à l'UX design quand même parce que c'est... Oui, donc c'est du travail en équipe avec Exactement. Des compétences diverses, très variées, des développeurs, donc des spécialistes en sécurité, des data analystes. Monsieur Dagrin, en fait, dans le développement de vos logiciels, vous avez des développeurs, je suppose. Vous êtes intéressé au UX design, je ne sais pas si vous êtes UX designer. Vous êtes aussi très attaché à la cybersécurité. C'est compliqué de gérer justement ces équipes-là parce que c'est beaucoup de métiers en même temps. Alors là où on peut pêcher, je pense que c'est vraiment sur le UX design, parce qu'un informaticien et un comptable, c'est pas forcément quelqu'un qui se met à la place de quelqu'un d'autre. Donc là, on a beaucoup à faire, c'est un gros chantier. Donc il faudra qu'on se retrouve et qu'on se revoie peut-être. Concernant le UX design, voilà, c'est pour nous important parce que c'est vrai qu'il faut qu'on se mette à la place d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément la culture numérique. Donc, et il faut que nos outils soient intuitifs pour que des personnes de cultures très différentes puissent s'y retrouver et utiliser à bon escient et de manière assez rapide nos outils. Concernant la cybersécurité, alors en fait, nous c'est un peu culturel là par contre.
C'est vrai qu'on est très sensibilisé à tout ce qui est application de la loi anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc tous ces sujets-là sont bien intégrés dans nos procédures. Le RGPD nous a demandé de revoir nos méthodes de travail, nos pratiques, nos organisations pour pouvoir respecter les données des particuliers. D'ailleurs, on a fait appel à des formateurs de la gendarmerie nationale pour pouvoir nous sensibiliser sur ces sujets. Et la cybersécurité, c'est vrai que sur nos plateformes, on utilise des logiciels et des codes éprouvés pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble de nos plateformes soit sécurisé et ne donne pas lieu à des points de faiblesse. Et on utilise des hébergeurs connus et reconnus en France. Voilà, donc en fait, on est très sensibilisé à un environnement d'acteurs de référence pour faire en sorte que les informations que l'on nous confie soient sécurisées et ne soient pas détournées. Oui. Merci beaucoup. Donc oui, on voit bien que l'importance justement de ces différents métiers pour créer de nouveaux logiciels, pour travailler sur l'expérience des utilisateurs, pour les outils professionnels justement. En interne chez Orange, je sais que vous travaillez régulièrement sur vos outils, ils sont en constante évolution. Vous utilisez des UX designers, je crois. Les développeurs sont formés dessus. Oui, bien sûr, on est astreint enfin, à ces évolutions permanentes, mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui. Il faut aussi considérer que la transformation des modèles économiques rend les entreprises de plus en plus ouvertes. Et qu'on n'a pas forcément toutes les compétences en interne et qu'on va les chercher à travers des partenariats, des sous-traitances. Donc il y a une porosité des entreprises qui vont chercher les compétences à l'extérieur, les réintègrent, les externalisent, etc. C'est aussi, a fortiori pour un grand groupe comme Orange, où peut-être dans les années antérieures, on comptait sur nos propres forces, à travers une formation interne, nos propres qualifications. Aujourd'hui, c'est plus possible. Je citais l'exemple de la 5G qui est en train de se déployer. Elle ne se déploiera que par la porosité avec les écosystèmes, avec tous les utilisateurs. Et on n'aura plus une expertise un peu magistrale, interne, mais en symbiose avec un écosystème. Et que ce soit sur la comptabilité, que ce soit sur le design, que ce soit sur la formation. Oui. Les murs des entreprises, le mur de l'entreprise vont voler en éclats. Oui, donc l'avenir des entreprises, justement, c'est qu'elles travaillent en écosystème, en symbiose entre elles, de préférence des entreprises européennes ou françaises, pas trop avec les entreprises américaines, puisque certaines données, si elles sont stockées là-bas, c'est pas terrible. On rejoint, après, c'est des régimes de pouvoir oui. et de compétition au niveau international. Donc, on a bien vu, vous parliez du Covid. Le Covid a réveillé un certain nombre de réflexes sur la dépendance ou l'indépendance nationale et à la souveraineté. Donc, ça, c'est encore un autre débat. Donc, le numérique a facilité justement ce travail, cette porosité entre les entreprises. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le dénominateur commun que nous partageons tous oui. et qui fait que, et grâce aux opérateurs de réseau et en particulier à mon entreprise, la capillarité de ces échanges dans les tissus sociaux, économiques, etc., est évidente à travers tous les réseaux et à travers ce très haut débit dont je parlais tout à l'heure, on va avoir une société d'ubiquité. D'accord. Donc en fait, l'avenir des métiers, déjà, une personne n'a pas un métier toute sa vie, il ne va pas garder le métier toute sa vie, c'est terminé, cette phase. Donc ces personnes-là vont changer de métier, 4 ou 5 métiers dans sa carrière, et ils vont changer d'entreprise, je suppose. J'en ai fait 8. Oui, voilà. Donc c'est un bon exemple. Hein. Et j'ai relativement bien vécu. Hein. D'accord. C'est très intéressant. C'est enrichissant justement pour la personne parce qu'on replace l'humain au centre de ces nouveaux métiers. L'important c'est la relation entre les humains.
vu qu'il y a une porosité, il y a beaucoup d'échanges entre les métiers, dans les équipes, entre les entreprises. C'est pas facile pour des personnes qui ont des difficultés relationnelles de s'inscrire justement dans le monde d'après, justement. Toute l'importance des sociétés comme celle représentée par Émilie, qui va aider ses salariés à se réévaluer, à se réadapter à des nouveaux métiers. Et donc, la formation continue est essentielle, effectivement, pour pouvoir se requalifier, monter en compétences ou changer de métier. Alors, dans des entreprises, je pense, comme des grands groupes comme Orange, c'est un peu plus accessible, on va dire. Ça permet vraiment de... Mais les petites entreprises aussi ont accès à ça grâce au centre de formation où ils peuvent envoyer leurs salariés pour monter en compétences et suivre des formations, effectivement. Oui, donc en fait, l'avenir des métiers, c'est de la formation quasiment continue, avec des changements de métier. Travailler justement avec plusieurs entreprises, donc je dirais même dans certains cas des constellations justement d'entreprises qui travaillent ensemble, qui améliorent la productivité, la compétitivité par rapport aux autres pays. Et pourtant, par exemple, quand on prend Amazon, je crois qu'ils ont tout internalisé. Amazon, ils ont 1 million d'employés, je crois. Alors c'est un autre modèle. Nous en Europe, on ne peut pas faire ça parce qu'on a des règles différentes, on a peut-être une culture différente, mais donc il faudrait travailler justement en écosystème et que toutes les entreprises justement s'aident entre elles, je suppose. Moi, je ne peux pas répondre pour Amazon, je ne connais pas bien l'entreprise. Effectivement, ils sont plusieurs centaines de milliers. Je dirais que la majorité, pour ce que j'en sais, oui. La majorité des salariés d'Amazon, ce sont plutôt des manutentionnaires. Des gens, donc, avec les difficultés dont la presse se fait souvent écho, que ce n'est pas forcément des métiers où les gens s'épanouissent, avec des conditions de management et de gouvernance un peu particulières. J'évoquais tout à l'heure la dimension de plus en plus responsable des entreprises en matière éthique et en matière de responsabilité sociale. Je ne suis pas certain, mais je ne veux pas que Amazon soit un parangon ou un exemple particulier de cette responsabilité sociale d'entreprise. Mais je m'arrête là parce que je ne connais pas. Je fais quelques métiers, mais je n'ai pas été jusqu'à travailler chez Amazon. Oui, donc l'éthique devient essentielle en Europe. Elle l'a toujours été, mais c'est peut-être une dimension dans les entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, qui va être de plus en plus importante, de plus en plus prégnante. Ne serait-ce que parce que la donnée, parce que les réseaux met comment il disait Baudelaire, met votre cœur à nu. Oui. Non, mais au-delà de l'éthique, c'est vrai que l'éthique est très importante, mais je pense que par rapport à la numérisation, la digitalisation des relations entre les entreprises, nous, on met en avant d'autres caractères pour nos collaborateurs, alors des compétences, j'en ai parlé, de numérique, mais aussi des caractères d'empathie et de bienveillance qui sont très très importantes parce que, bon, on l'a vu avec la Covid, où c'est vrai que ça fonctionnait très bien. Merci Orange pour les bons tuyaux qui fonctionnaient, qui faisaient passer la donnée. On s'était équipé en outils agiles, en mode SaaS, donc ça allait très bien. Mais je vois tant en interne qu'en externe, ceux qui ont mal vécu le confinement, ce sont les collaborateurs débutants qui étaient rentrés dans l'entreprise pour pouvoir être accompagnés par des collaborateurs expérimentés et ils n'étaient plus accompagnés. Et puis le management qui, eux, avait un peu de mal à arriver à suivre ce qui se passait puisque les collaborateurs expérimentés, ils faisaient leur boulot sans problème, sans avoir besoin de reporter ce qu'ils faisaient parce que tout se passait bien. Donc, et puis des clients qui, eux, se sentaient abandonnés parce que le digital ne remplace pas le besoin d'accompagnement humain dont ils ont besoin pour gérer leur entreprise. D'accord, oui. Donc on replace justement l'humain au cœur des métiers d'avenir. Quelque part, c'est un peu rassurant parce qu'avec l'automatisation, la robotisation, on a peur que justement l'humain passe en second plan, mais finalement, on se rend compte que l'humain est essentiel. On le met justement au cœur justement de l'avenir du travail et des nouveaux métiers. Je ne sais pas, est-ce que vous avez, on va voir peut-être un dernier mot, chacun d'entre vous, justement, sur votre vision de l'avenir justement du travail.
Il a un bel avenir. Monsieur, oui, c'est très bon. Monsieur Gomez, l'avenir justement de votre travail par rapport à votre métier, par exemple? Je trouve que vous avez fait une très bonne conclusion. Nous, on s'appelle Humans parce que notre objectif, c'est rendre le numérique accessible à tous les humains. Donc, il faut vraiment que ça soit pris en compte par les entreprises qui éditent des logiciels, parce que, on va dire, en France, on a quand même un certain retard d'un point de vue culturel, où le numérique a toujours été très porté par la technologie et par la technique. Mais voilà, ça sera, je pense que les mentalités changent, que de toute façon les usages changent, donc ils vont rentrer en confrontation avec les besoins, et il n'y aura plus que jamais besoin de remettre de l'humain au centre, parce que voilà, même s'il y a beaucoup d'intelligence artificielle, il y a pas mal de choses qui remplacent pas spécialement l'humain. D'accord. Oui, alors moi je dirais, jeunes étudiants, venez travailler chez Exco, parce que même si la matière est aride d'un premier abord, les temps à venir vont être hyper intéressants, parce qu'il va y avoir une révolution de notre métier avec l'automatisation, la robotisation, on en a parlé, mais aussi sur le conseil, parce qu'il va falloir accompagner les TPE-PME dans leur transformation digitale, que ce soit dans leur métier ou dans leur organisation. Et là, il y a véritablement également un énorme chantier à faire, donc venez travailler chez nous pour accompagner ces entreprises. Donc à moi le mot de la fin. Que dire? Effectivement, j'ai vraiment envie de rebondir sur ces aspects pareils de bienveillance, de remettre l'humain au centre de l'entreprise et de nos priorités. Je pense que c'est essentiel. Même chez nous, on construit des outils en virtuel, mais vraiment, on a à cœur de garder focus sur ça, sur l'humain au centre, et permettre aux entreprises de gagner en productivité, mais sans jamais les remplacer. Je pense de toute façon qu'on ne pourra pas remplacer l'être humain, c'est un mythe. Je ne vais pas retirer le mot de la fin à Émilie, mais nous, on continuera à irriguer le pays de nos réseaux, parce que ça paraît indispensable. Et avec ce facteur humain qui est éthique, qui maintenant fait partie de la raison d'être de notre entreprise. Et continuons à irriguer avec toutes les technologies et l'empilement des technologies dont je parlais. Donc la transformation des métiers, la transformation des entreprises, même de notre société, elle est numérique, mais elle est surtout humaine. Donc. Et il faut replacer l'humain justement au cœur justement de cette transformation et du numérique. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre participation, nous avoir éclairé justement sur vos métiers et sur l'évolution du secteur du numérique et plus globalement du marché de l'emploi. Merci. Merci, Mickaël. Merci.